L'Entracte Entrevue. Donc, cette semaine, on est super content de le recevoir, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey et maintenant directeur général pour les Voltigeurs de Drummondville. Philippe Boucher, bienvenue à l'Entracte. Salut, ça va bien? Ça va super bien, mais merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, Philippe, on ne peut pas passer à côté. Tu es directeur général avec les Voltigeurs. Vous êtes dans la bulle, finalement, du côté de Drummondville. Vite, explique-nous comment ça se passe directement pour les clubs de la LHJMQ. Bien, techniquement, c'est une vraie bulle, puis honnêtement, j'en fais même pas partie. Fait que j'ai accès à mon bureau ici, puis pour rentrer dans l'aréna, je dois ressortir dehors, faire le tour, et je peux assister simplement là, au match des Voltigeurs, il y en a un ce soir, fait que je vais assister au match. Mais pour le reste, c'est vraiment c'est très hermétique, c'est les équipes demeurent ensemble. Alors, dans ça, tu as les joueurs, les entraîneurs, soigneurs et personnel d'équipement, médias sociaux. Majoritairement, il y a une personne médias sociaux qui est là pour les équipes et gars de vidéo de temps à autre. Mais tu as plus ou moins une trentaine de personnes par équipe qui sont qui peuvent aller dans la bulle avec les arbitres et c'est tout. Fait que sont ici dans les hôtels. On a eu la mini-bulle d'un week-end ici à Drummondville qui a très bien été. Celle-là un petit peu plus longue qui se déroule très bien. On va espérer de ne pas avoir de cas là, comme on a vu malheureusement à Chicoutimi, mais so far, so good. Nos jeunes sont sur la glace, ils jouent au hockey, puis on peut pas se plaindre de ça parce qu'il y a bien des jeunes qui nous écoutent présentement qui aimeraient ça pratiquer leur sport, le hockey ou tout autre sport, qui jeunes et moins jeunes, là, puis qui n'ont pas la chance de le faire. Là. Puis ça fait-tu du bien pour toi de voir un petit peu de hockey puis de rebaigner là-dedans, là, justement, dans cette période de pandémie-là? Oh, oui, c'est le fun de venir voir. Notre équipe est rendue où, comment que les jeunes progressent. J'aimerais ça aller voir du midget 3 pour présentement, moi, mon travail serait principalement fait à Drummondville. Là, les échanges auraient été terminés. J'aurais commencé à prendre mon auto, à aller sur la route. Les tournois avec les dépisteurs-chefs, le dépisteur-chef et notre groupe de dépisteurs pour aller voir là, où qu'on s'en va là, côté là, pour le futur. J'aurais laissé les entraîneurs faire leur travail ici. Mais bon, au moins une couple de fois par semaine, je peux prendre mon auto, venir à Drummondville, voir des matchs. Puis c'est ça qui est ça. C'est tout ce qu'on peut se mettre là-dedans là, pour l'instant. Parlant là, du dépistage et puis de la situation avec la COVID, il y a quelques rumeurs en ce moment que le repêchage de la Ligue nationale de cet été serait repoussé peut-être en décembre, peut-être même qu'il ferait 2 séances en juin prochain parce que les joueurs, dans la plupart des ligues, ne peuvent pas jouer. T'en penses quoi, toi, mettons, comme un directeur général d'une ligue de hockey junior, de dire comme ça peut ressembler à quoi, autant pour les jeunes que pour les équipes? J'ai de la misère à visualiser ça, mais je serais pas surpris. Hein. On joue ici au Québec, on est chanceux, mais on joue pas en Ontario, dans l'Ouest. On joue à quelques endroits aux États-Unis, on joue pas partout en Europe. Majoritairement, oui, on a le vidéo, là, on a le luxe d'avoir la vidéo, mais les dépisteurs ne peuvent pas se promener, ne peuvent pas traverser les frontières. Fait que ça va être extrêmement compliqué là, d'avoir un repêchage de la Ligue nationale en juin. Fait que toutes les possibilités sont là. C'est sûr que ça aurait fait drôle de voir un Lafrenière, un McDavid ou un Crosby dans le temps de débuter sa carrière dans la Ligue nationale un an plus tard, mais il y a juste quelques exceptionnels là, qui peuvent faire ça, sauter direct à la Ligue nationale. Fait que je pense qu'on va bien faire les choses, qu'on s'en plaindra pas. Si on a nos joueurs dans nos rangs une année de plus, ben tant mieux pour nous autres. Puis même ce que j'allais dire aussi pour compléter ça, parlant de repêchage, mais cette fois-ci de la Ligue junior, on sait que le réseau, justement, comme le Midget 3A, ne joue pas cette année. Est-ce que c'est difficile pour vous, justement, d'évaluer des jeunes qui pratiquement n'ont pas de temps de glace cette année? Ben, c'est pas facile, de toute évidence. Il y a des organisations qui faisaient du 10 contre 10. On avait accès à certaines images vidéo. Moi, je pense, ça c'est mon opinion bien personnelle. J'ai pas de scoop à vous donner là-dessus. C'est pas des discussions qu'on a eues. En tout cas, j'en ai pas fait partie, moi, au sein de la Ligue junior du Québec. Mais moi, je pense qu'il faut absolument avoir un repêchage l'été prochain. On va tout être dans le même bateau au pays. C'est que le cycle junior est très, très rapide, là. On peut pas, on joue pas pendant 15 ans comme certains joueurs dans la Ligue nationale. Ça retarde le repêchage de quelques joueurs ici, là, de Bolduc, mettons, à Rimouski. Il va sûrement atteindre la Ligue nationale pareil, à titre d'exemple, puis il va faire avoir une carrière d'une quinzaine d'années. Dans le hockey junior, là, on parle des carrières de 2, 3, 4 ans, 5 ans maximum pour certains jeunes. Fait que moi, je pense qu'il va falloir absolument avoir un repêchage. Il peut être retardé là, au mois d'août, mais je pense que les jeunes de 2005 là, devraient être repêchés quand même. Puis c'est à nous de nous débrouiller, ça sera pas facile, là. Mais au moins, on dirait sur le même terrain que tout le monde là, dans cette situation-là.
Oui, puis on le dit souvent que le repêchage, c'est pas nécessairement une science qui est exacte. Là. Tu sais, c'est les gars qui s'en vont voir, là, les scouts, tout ça. En ayant des images de 5 contre 5, des pratiques des gars, ça doit être très difficile de voir comment qu'un jeune va évoluer sous pression dans un match 7, mettons, là, ou un match 3 ou quoi que ce soit. Là. Ça serait très difficile. Tu vas y aller de réputation, d'informations que tu as eues au niveau Bantam. Est-ce que tu as des dépisteurs qui connaissent ces jeunes-là? Ça, c'est encore là, c'est mon opinion à moi. Là. Moi, je pense pas je pense qu'il faudrait avoir le repérage. Mais oui, la cueillette d'informations serait compliquée. Pour avoir quelques amis qui sont entraîneurs là, au niveau Midget 3 sont déjà très sollicités. Les dépisteurs-chefs et les dépisteurs de région s'informent déjà de certains jeunes à savoir comment ils vont, quelle grandeur qui est rendu, quel poids qui est, comment qui est, ça va-tu bien. Mais c'est pas une année facile. Là. C'est pas. Puis moi, je trouverais ça. Déjà que pour les jeunes qui sont ici l'année passée, on avait eu une bonne lecture. On n'avait pas eu les séries éliminatoires, mais ils n'ont pas eu leur repêchage live, comme on appelle, mais au moins, ils ont été repêchés. Ceux des rounds tôt, sont venus au camp d'entraînement. Plusieurs, nous, on a 5 joueurs de 16 ans dans notre alignement présentement. On a demandé une dérogation. On a droit juste à 4. Ils jouent présentement. Et je pense que les jeunes qui sont à la maison, qui trouvent ça difficile des Maritimes et du Québec, auront le droit au même traitement, soit de se faire repêcher probablement en ligne, là, comme on l'a fait l'année passée, mais d'avoir une chance d'évoluer au niveau junior majeur là, dès l'année prochaine. Et Philippe, tous ceux et celles qui sont à Drummondville, un peu partout au Québec, te connaissent maintenant comme DG des Voltigeurs, mais également, tu as eu une belle carrière de 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Tu as évolué avec les Kings, avec les Stars, les Pingouins également. Mais j'aimerais que tu nous racontes un peu le début de ta carrière. En 1991, tu as été repêché 13e au total par les Sabres de Buffalo. Je regardais tantôt l'alignement de votre équipe à ce moment-là. Les Pat Lafontaine, Dale Hawerchuk, Grant Fuhr, Dominique Hachek. Est-ce que c'était vivre le rêve directement en partant dans la Ligue nationale? Écoute, Dominique Hachek était probablement le pire gardien de but que j'ai jamais vu de ma vie. Il était le 3e gardien de but avec nous. Moi, j'avais 19 ans. J'ai eu la chance de faire la Ligue nationale à 19 ans. On avait 27 joueurs, je pense, au sein de l'équipe dans ce temps-là. C'était pas comme aujourd'hui, dont 12 défenseurs. Fait qu'on jouait pas tous les soirs, il y en habillait 6. Là. Fait qu'on était plusieurs à jouer 3 contre 3. Puis le 3e gardien, c'était Dominique Hachek, puis il se faisait défoncer pratique après pratique. Il parlait pas beaucoup l'anglais. C'était difficile pour lui. Tout le monde avait entendu parler de sa carrière là, en Europe. C'était pas un jeune. Moi, j'avais 19 ans, mais lui était un petit peu plus vieux. Puis ça a pris une blessure là, à Grant Fuhr là, pour lui donner le filet. Tom Draper a joué un match ou deux, si je ne me trompe pas, on a donné le filet à Dominique Hachek. Le reste, c'est passé à l'histoire. Là. Tout le monde sait la carrière extraordinaire que Dominique Hachek a eu. Et ça depuis le jour 1, en entrant devant le filet. J'imagine qu'il faut dire que c'était pas un gardien de but de pratique parce que dans les matchs, là, si je me trompe pas, ça avait été le premier gardien de but à une moyenne en bas de 2 depuis une trentaine d'années. Puis oui, c'était spécial. Tu arrives de Saint-Apollinaire. On parlait des jeunes tantôt juniors. Moi, j'étais dans le soulier là, à 15-16 ans. Je savais même pas c'était quoi la Ligue nationale, mais je connaissais pas personne qui allait là. Je connais pas d'amis qui avaient joué là. Jamais je pensais me faire repêcher. Jamais je pensais que c'était une possibilité pour moi. Puis pas plus que 2-3 ans plus tard, je portais les couleurs là, des Sabres de Buffalo. Fait que ça peut aller vite avec Mogilny qui avait compté là, 76 buts, si je me trompe pas, là, à mon année recrue. Là, c'est extraordinaire d'avoir la chance d'évoluer avec Pat Lafontaine, Dale Hawerchuk, puis tous ces gars-là. Ben oui, puis tu as été repêché en toute première ronde de la Ligue nationale. Y avait-tu une pression à l'époque qui venait avec ça, un choix de première ronde? Ben, la pression, moi, je m'attendais pas à ça. Il y avait le classement Valvoline qu'on appelait dans ce temps-là. Il fallait que tu sois repêché dans les 3 premières rondes. Le premier classement en début de saison, j'étais 5, 6, 7e ronde, quelque chose du genre. Puis, pour me réveiller un bon matin de décembre dans le temps des fêtes, si je me trompe pas, puis j'étais 10e sur la liste de la centrale de la Ligue nationale. Fait que c'est un choc pour moi, mais j'avais réalisé ça avec mes performances. Je ne veux pas que tu te compares. Hein. J'ai joué ici à Drummondville. Patrice Brisebois jouait à Drummondville. Je me comparais à lui. Je me motivais avec ça. Lui, il était déjà repêché. C'était une vedette dans le junior. Là, tu vas un petit peu partout. Tu as des bonnes performances. Tu commences à avoir des entrevues. Ton agent t'en parle. Mais ça s'est passé extrêmement rapidement de mon côté. Là, je pensais. En début de saison, oui, il y a du monde qui me disait Phil, tu as une chance d'être repêché. J'y croyais pas vraiment. Puis tout ça s'est matérialisé quand même rapidement là, pour avoir été choisi dans la première ronde par Buffalo, là, à Buffalo.
Écoute, on en parlait dès ta première saison, tu te promenais avec des futurs membres du Temple de la Renommée dans ton équipe, mais ça s'est poursuivi pendant pas mal toute ta carrière. Je joue avec des gars comme Gretzky, avec Mike Modano, avec Sidney Crosby aussi en finissant. Est-ce qu'il y a un joueur qui te vient en tête là, que tu sais, on les connaît tous, nous autres en tant que spectateurs, les légendes, là, mais que toi, les avoir côtoyés, tu te dis comme hey, c'est vraiment spécial que j'ai eu la chance de jouer au hockey avec ce joueur-là? Ben, tu sais, commence par Wayne Gretzky, là. On prend à jaser longtemps, là. Tu arrives là, t'es impressionné. Là. Moi, je suis arrivé à 2 h du matin à l'hôtel à Dallas, si je ne me trompe pas, quand j'ai été échangé. Le lendemain matin, je m'en vais déjeuner, je suis tout seul, je connais personne. Et la personne assise au comptoir, c'est Wayne Gretzky qui me fait signe. Viens t'asseoir avec moi. Fait qu'on a commencé à se conter des histoires. Wayne était propriétaire de Hull dans ce temps-là, des Olympiques de Hull. On m'avait repêché, moi. Charlie Henry m'avait repêché. Anyway, longue histoire, ça avait coûté 50 000 pièces d'avocat à M. Gretzky pour me repêcher dans ce temps-là parce qu'on avait débattu notre point puis ça n'avait pas marché. Fait que Wayne, tu sais, puis après ça, de déjeuner avec, oui, c'est un gars, tu sais, il n'y a pas de médias sociaux dans ce temps-là, mais il était très sollicité en dehors du hockey. Des contrats de pub, la télé, des choses comme ça. Il y avait une vie familiale, moi, j'en avais pas, j'avais juste 19 ans. Fait que, mais de voir, après une game, de prendre une bière avec lui, de voir comment que ça pouvait être un gars normal, entre guillemets, parce que c'était pas toujours le cas. Fait que ça m'a impressionné de voir comment c'est un peu, dans certaines situations, il pouvait être quelqu'un comme tout le monde. Puis, tu sais, il y en a eu plusieurs à travers ma carrière. Il y avait beaucoup de gros noms, Curry, beaucoup de gros noms, là. Il y a eu Curry à Los Angeles, à Dallas, t'en as nommé plusieurs, Modano, Darren Hatcher, qui est un joueur dominant là-bas dans ce temps-là, Marty Turco, qui était un bon gardien de but, Sergei Zubov, probablement le meilleur défenseur, peut-être le gars que le quotient hockey, le IQ hockey le plus élevé que j'ai jamais vu de ma vie. Mais pour finir ma carrière avec Crosby, qui est un jeune, il est moins jeune aujourd'hui, mais c'est une personne extraordinaire. Moi, j'ai toujours dit, tant que le visage de la Ligue nationale, c'est Sidney Crosby, puis on peut débattre là-dessus longtemps, mais c'est encore un des visages, sinon le visage de la Ligue nationale, la Ligue nationale est en bonne main. C'est une personne extraordinaire. Puis, tu sais, tu peux pas gagner autant de Coupe Stanley et être dominant pendant aussi longtemps, ça va être quelqu'un d'exception. Puis j'ai été vraiment privilégié là, de jouer avec des joueurs comme ça dans ma carrière. Là. Ben, avant de parler de la Coupe, j'ai envie de te parler. Gretzky, t'en as parlé justement un petit peu. Tu étais là quand il s'est fait échanger, toi, à Saint-Louis. Ça a été médiatiquement incroyable comme événement. Comment tu l'as vécu de l'intérieur, toi? Ben, merci de me poser la question. Je voulais pas trop m'étirer sur Wayne tantôt, là, mais j'ai pas joué avec longtemps. Là. Je pense que c'est sur 2 ans. Puis oui, les rumeurs d'échange, je vais trop me souvenir, on était à Winnipeg, c'est un cercle. Là. Il y a des médias partout, ça n'arrête pas. Puis on sait qu'il va se faire échanger, c'est inévitable, il en parle lui-même, on sait que ça va arriver. Puis il me semble que c'était à Winnipeg là, qu'on était là, cette fois-là. Parce que je rentre dans un restaurant avec John Slaney, il est peut-être 9 h le soir, puis Kevin Stevens est assis là avec Wayne Gretzky, puis les autres ils ont fini de manger. Puis là, les gars, venez vous asseoir avec nous autres. Fait qu'on s'est assis avec eux autres. Je pense que c'était vraiment une de ces dernières journées ou dans la dernière semaine là, qu'il était avec nous, puis on s'est assis avec lui, puis on a jasé de hockey, puis il nous a parlé là, de l'histoire de sa carrière. Évidemment, Edmonton, Los Angeles, qu'est-ce qu'il y avait. Puis c'était particulier, c'est des moments. C'est un petit peu surréel. Tu sais, je suis pas un gars qui vit dans le passé. C'est rare que je raconte des histoires comme ça. J'ai coaché longtemps, moi, dans le Bantam, puis même dans le junior, puis mes assistants entraîneurs me disaient, Phil, il faut que tu comptes des histoires comme ça. Ça va chercher les jeunes, puis j'ai jamais... Mais ça me rappelle des bons souvenirs d'en jaser avec vous autres. C'était quand même spécial de jouer avec quelqu'un comme ça, là, qui a transformé complètement. Mis à part que c'était avec Mario Lemieux, c'est les deux plus grands joueurs probablement de la Ligue nationale. Mais il a complètement transformé, là, quand Bruce McNall est venu le chercher là, à Edmonton, ça a transformé complètement le visage de la Ligue nationale, puis Gary Bettman a amené ça ailleurs. Et c'était la première fois qu'on avait vraiment une vedette, on en avait eu avant, mais aux États-Unis, qu'on a commencé à vendre le hockey dans le Sud, que Wayne Gretzky est devenu, il était déjà plus grand que nature au Canada, mais il l'est devenu aux États-Unis, puis c'est un peu grâce à lui et à cet échange-là qu'il y a eu beaucoup de croissance au niveau hockey là, aux États-Unis. Mais en tout cas, tu nous comptes ça, c'est sûr que tu disais justement, des entraîneurs adjoints qui disaient ça va toucher les jeunes. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup que tu parles de ça, surtout des histoires avec Gretzky. Est-ce que tu dirais que ce gars-là, qui est considéré comme une légende de la Ligue nationale de hockey, a peut-être changé un peu ta perspective du hockey, c'est-à-dire la façon, peut-être l'éthique de travail à laquelle lui il jouait? Est-ce que ça s'est reflété par la suite dans ta carrière après avoir joué avec lui? Peut-être. Écoute, c'est un peu... comment je peux dire ça? À Buffalo, ça va un peu trop vite, tu réalises pas. Tu fais la Ligue nationale à 19 ans, mais j'ai marqué un tour du chapeau à 19 ans, puis comme j'ai eu le meilleur camp d'entraînement de ma vie, c'était à Buffalo.
Flo à 19 ans. J'ai pas manqué une passe, 3 buts, une passe dans une game. Premier scoreur, je pense, du camp d'entraînement. Ils n'ont pas eu le choix de me garder. Fait que c'est allé un petit peu trop vite. Tu fais échanger à Los Angeles, tu arrives là, puis là, tu as Wayne Gretzky, t'as plein Rick Tocchet, t'as plein de joueurs. Il arrivait, si je me trompe pas, c'est l'année d'avant qui avait été en finale contre le Canadien quand j'étais arrivé là-bas. Fait que ça allait un petit peu vite, mais tu sais, c'était pas les meilleures années des Kings. Je vais être franc, là, tu parles de son équipe. Les souvenirs des premières années, c'est Barry Melrose qui se fait congédier, c'est une équipe qui se cherche, c'est le Dave Taylor et Rogatien Vachon qui s'en viennent coacher l'équipe. Puis moi, je me souviens, j'étais dans le plat quand j'étais blessé dans ce temps-là, puis je les vois les deux, ils viennent d'être nommés. Je vois Rogie, hey, t'es-tu content de coacher? Je dirais pas plus, ça te tente pas plus de coacher moi que toi, ça te tenterait, je veux pas être là. Ils ont été nommés par intérim, puis c'était une organisation qui s'est cherchée jusqu'à temps que Larry Robinson revienne, Wayne s'en aille, qu'on commence à pas faire le ménage, mais qu'on ait un petit vent de jeunesse là-bas. Ça a été des années plus difficiles, moi, quand j'étais là, à Los Angeles au début, là, pour l'organisation. Un peu peut-être comme il essaie de faire présentement, là, de se reconstruire assez rapidement. Là. Mm-hmm. Et puis, tu parlais de Gretzky, mais de Lemieux aussi. Tu as joué avec Gretzky, mais tu as joué pour Lemieux à la fin de ta carrière. Puis, ça a bien fini, cette carrière-là. Hein? Ça a fini avec la coupe au-dessus de la tête, tout ça. Parle-moi ben, premièrement, tu es allé avec les Stars, tu as joué en finale de la coupe, ça s'est pas concrétisé, puis tu as fini avec la coupe au bout des bras. Ben, on n'est pas allé en finale quand j'étais là avec les Stars. Les Stars ont gagné juste avant que moi j'arrive à la Coupe Stanley. Fait que j'avais entendu bien des histoires de la Coupe Stanley, mais je l'avais pas passé proche encore. Là. Puis c'est drôle, je te parlais de ma première rencontre avec Wayne. Ben, ma première rencontre, Mario, je l'avais rencontré, puis je pense que Mario, il faisait toujours un genre d'exception. Moi, on avait une game hors concours quand j'avais 19 ans. C'était à Sacramento, je pense, qu'on avait joué une game dans un stade de baseball. C'est une game hors concours un peu particulière. Puis Mario prenait le temps d'aller dire salut aux francophones. Je l'avais croisé après ça un petit peu plus vieux dans ma carrière pour lui dire bonjour, mais j'avais jamais eu des grandes conversations avec Mario Lemieux. J'avais jamais été son coéquipier. Ma première rencontre avec lui, moi, je te parlais tantôt que j'étais dans le plâtre, le même poignet m'a donné des problèmes pendant longtemps dans la Ligue nationale, puis je me tapais moi-même à la fin. C'était plus une habitude que d'autres choses. C'est que ma première game avec les Pingouins, je fais ma routine, je me fais mon vélo, je me prépare, puis je m'assis dans le training room, puis je m'en vais taper mon poignet comme le trainer me connaît pas, veux-tu de l'aide? Non, ça fait 15 ans que je le fais tout seul, je suis correct, merci. Fait que je tape mon poignet, puis j'entends, hey, salut Phil. Puis je me revire de bord. C'était Mario Lemieux qui était assis là, qui prenait son petit café avant la game dans le coin du training room. Puis c'était spécial là, de le voir là. Puis il était très présent autour de nous, pas très présent à dire au coach quoi faire. Puis juste, c'était son club. Tu sais, de où que le club était quand Mario a joué sa dernière année, à quand il est devenu propriétaire, puis où est-ce qu'il l'a amené. Il l'a amené d'une équipe qui cherchait un petit peu, une franchise qui cherchait un petit peu à une des franchises les plus respectables et décorées de tous sports confondus. Fait que c'était vraiment particulier de voir Mario alentour d'être là. Puis juste sa présence. Il nous avait envoyé un texto pendant la 7e game, juste avant la 7e game, il avait dit, c'était aussi simple, là, pas un texto, il me semble qu'il l'avait écrit sur le tableau, puis c'était écrit I'll see you at Sunrise, Mario. Puis c'est juste des petites choses de même d'un gagnant, d'une personne quasiment plus grande que nature, on se le cachera pas. C'était très important pour les Pingouins, puis je suis convaincu que ça l'est encore aujourd'hui. Puis après ce match-là, finalement, quand vous avez vu Mario Lemieux au centre de la patinoire, puis que tu as eu la chance de tenir le gros trophée, ça a été quoi le moment à ce moment-là dans ta tête? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu te rappelles de tous les détails? Tout se repasse dans la tête. Moi, j'ai eu énormément de blessures dans ma carrière. Puis cette année-là, j'ai manqué 28 des 30 dernières games quand Dan Basma est arrivé. Fait que ça avait été dur pour moi de reprendre ma place. J'ai pas joué toutes les games de la finale, des séries. Oui, j'ai un but gagnant. J'ai réussi à aider l'équipe, mais bon, plus dans un rôle de soutien. Puis malheureusement, cette 7e game-là, je l'ai pas joué. Je l'ai su juste avant le warm-up. J'étais supposé de jouer. L'entraîneur a pris une décision différente. Comme j'ai déjà dit à Dan Basma, qui est un ami à moi, il m'a déjà dit, Phil, les décisions les plus difficiles dans 20 ans, ça va encore que si je coach pendant 20 ans, ça va être des décisions de pas te faire jouer parce que j'étais capable de jouer, mais il avait gagné, je pense, 20 games en ligne avec son groupe de 6 défenseurs. On n'avait pas eu de blessure pendant les séries. On était vraiment chanceux pendant les séries là-bas. Puis j'avais simplement dit à Dan, là, écoute, Dan, t'as pris toutes les bonnes décisions.
tant mieux pour toi, puis c'est correct. Mais petite anecdote là-dessus, ça, j'ai dit qu'on s'est fait mesurer pour les bagues parce que j'ai pas été capable d'aller de le féliciter ou peu importe sur la glace là, au 7e match. Mais c'était un souvenir extraordinaire, comme tu disais, avec Mario au centre de la glace. Ma famille était là, ma mère était là. Mes amis étaient allés pêcher. Tous mes membres de la fondation, j'ai une fondation qui porte mon nom, tous les gars étaient allés pêcher en hydravion dans le Nord, puis ils avaient emmené une télé et un satellite. Puis c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai, c'est de parler avec Claude Garneau, le président de ma fondation, sur un téléphone satellite, puis savoir que tous mes chums sont dans le bois, probablement. Premièrement, le pilote d'hydravion dit « C'est quoi vous faites avec une télé et un satellite? » Nous autres, il faut écouter la finale de la Coupe Stanley. Puis ça a été un des moments marquants de reparler. Tu sais, quand tu disais quoi tu pensais, je pensais à mon père, ma mère, tout ce qu'ils ont fait pour moi, mes enfants, puis mes amis qui ont été là tout au long de ma carrière. Ouais, puis tu finis ta carrière avec ça. Là. C'est pas tous les joueurs qui ont la chance de toucher à ce trophée-là. Puis toi, tu finis ta dernière année, puis c'est quand même quelque chose d'incroyable. Là. C'est vraiment cool. Ouais, ben moi, je l'avais senti. Je me suis entraîné tout l'été après. Ouais. J'ai accepté un contrat des Pingouins que j'ai refusé quelques jours après. J'ai eu un autre offre à San Jose, mais dans la chambre, avec ma famille, mes amis, tout ça, puis le parti est pogné. Matthew Barnaby, que majoritairement tout le monde connaît, qui était un coéquipier dans mes premières années à Buffalo, contre qui j'avais joué, j'étais déjà même battu junior contre, mais ça fait longtemps. Il était à côté de moi. Je pense qu'il travaillait pour ESPN, puis on prenait une bière ensemble, la Coupe Stanley est là, puis le champagne coule à flot, puis c'était le fun, c'était un beau moment. Puis j'avais dit à Mathieu, je pense que c'est ma dernière game. J'avais trouvé ça dur, les blessures, j'avais trouvé ça dur, le fait de pas avoir le rôle que j'aurais aimé avoir. Tu sais, en 2007, j'étais au match des Étoiles. La blessure à l'épaule m'a ralenti un petit peu. Je me cherchais un petit peu. J'ai pas eu le rôle pour plusieurs raisons, dont les blessures encore en 2009. Mais rien peut enlever la bague de la Coupe Stanley. Rien peut enlever le fait que je l'ai gagné. Puis rien peut enlever que je remercie toujours Max Talbot pour, comme je dis toujours, Max Talbot 2, les Red Wings 1 en Game 7. Puis, merci à Max pour la bague de la Coupe Stanley. Mais écoute Philippe, c'est clair. En plus, vous aviez tellement un beau groupe. Tu as parlé de Maxime Talbot, des gars comme Pascal Dupuis, Marc-André Fleury. Vous étiez quand même un groupe avec beaucoup de Québécois. On est curieux de savoir comment ça s'est fini, ce party-là, finalement. Le party de la Coupe Stanley. Y a-t-il une Coupe Stanley qui s'est perdue dans une piscine? Ça célébré comme des Québécois. Il y en a eu plusieurs. Tu parles des Québécois. Moi, ma famille était restée là, à Dallas. Fait que j'étais tout le temps... Moi, Pascal Dupuis m'appelait son père parce que j'étais l'un des plus vieux de l'équipe, puis j'étais comme le père spirituel ou pratiquement le père avec Christopher Letang. Il était toujours chez nous. Écoute, le soir, j'allais me coucher, je disais, Tanger, ferme la porte, puis barre là, mais que tu t'en ailles chez vous. On était tout le temps ensemble avec Max, avec Sidney qui était plus jeune. Fait que c'était vraiment le fun. C'est vraiment des moments qui ont été... pour bien finir une carrière, là, c'était le fun. Oui, j'aurais aimé ça avoir plus de temps de glace à la fin de tout ça. Mais tu sais, quand je me rappelle des souvenirs, comme je vais me répéter, mais c'est rare que je me remémore ces souvenirs-là. Mais c'était vraiment le fun. Puis les parties, ben, écoute, à Détroit, on était tous là. Puis tu sais, je pense que Mario avait prévu qu'on allait gagner, ou en tout cas, il avait prévu avoir un party chez eux, parce qu'on est resté à Détroit jusqu'à 1h ou 2 du matin. On a tout embarqué dans les avions, les familles étaient là. Quand on a atterri à l'aéroport, il y avait des limousines, des autobus, tout pour accompagner tout le monde. Fait que moi, ma mère était partie avec les enfants à la maison. Tout le monde était allé chez Mario. On était là jusqu'à 6-7 heures, là, 6-7-8 heures le matin à s'amuser. Ça a été comme ça, là, un barbecue familial le surlendemain chez Mario. La parade, bien entendu, qui est un beau souvenir. Fait que ça a été vraiment le fun. Tu l'as mentionné brièvement tantôt. Tu as une fondation, la Fondation Philippe Boucher. Puis je regardais, ça a commencé tôt, les œuvres de charité comme ça, même en 91, je pense, tout de suite après le repêchage, déjà tu commençais à t'impliquer. Puis encore une fois, tu continues avec la Fondation. Tu sais, comment c'est venu justement à t'impliquer autant que ça dans la communauté? Ben, en 91, j'ai été repêché dans la Ligue nationale, puis c'était pas un fait qui est arrivé souvent dans notre coin. Depuis le David Dernier à la Ligue nationale, Antoine Vermette, Yannick Gourde, mais j'étais le premier de mon coin. Fait que mes entraîneurs, ça, des amis personnels dans la Fondation encore aujourd'hui, des amis d'enfance, des anciens coachs m'avaient approché pour faire un tournoi de golf pour le hockey mineur. Fait que la première année, on a fait, je pense, 1200$ pour le hockey mineur. Deuxième année, 1000$ pour le hockey mineur. Puis là, on a commencé, on avait des bâtons de hockey que j'avais autographiés. Puis c'est un animateur de radio, un chum à moi qui était venu, puis il avait gagné. Vez à Québec, puis il dit, Fais, je t'aime bien, là, mais moi, je le veux pas, ton bâton. Fait qu'il avait monté sur une chaise, puis il l'avait mis à l'encan. Tout le monde qui ont gagné ce soir-là a tout remis les prix à l'encan. Fait que ça a commencé comme ça, puis on a fait un 7-8 000 peut-être cette année-là. Puis on dit, OK, là, on fait des encans, on n'a pas le choix.
Là, moi, j'ai commencé à jouer dans le national, puis j'ai commencé à avoir plus de monde. Puis on s'est dit, ben, c'est bien beau le hockey mineur, mais nous, on vendait aussi du pain et du chocolat dans le temps. Fait on a donné un petit, le montant, mais qu'on compte, 4-5 000 peut-être qu'on donnait au hockey mineur, on l'a continué à le donner. Mais on a parti d'une fondation qui porte mon nom, mais tu sais, des fois, ça me gêne un petit peu parce que c'est notre fondation. On est plusieurs là-dedans, on est 14 membres. Puis moi, mon père, mon père est tombé handicapé quand j'avais 13 ans. Il était 2 ans dans les hôpitaux. 1 an au Centre-François-Charon, 1 an à l'hôpital Laval. Il n'a jamais retravaillé. Il est en chaise roulante longtemps. Fait que j'ai côtoyé les handicapés, les gens dans le besoin, les jeunes là, dans ma vie. Puis Claude Garneau, le président de la fondation, m'avait dit, Phil, c'est beau le tournoi de golf, là, on peut faire d'autres choses. Fait que c'est de là, l'idée est venue de faire une fondation qui venait en aide aux jeunes défavorisés de Lobinière. Puis on a fait plus après ça au Québec. Puis on est vraiment fiers de ce qu'on fait. C'est difficile en temps de pandémie, là, mais on a fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps qui a ramassé 70 000. Wow. On a des gens fidèles à la fondation. On aurait eu notre 29e tournoi de golf l'été passé, 30e cet été. C'est la levée de fonds principale. Mais pour Am Gagné-Bergeron, on en fait partie aujourd'hui. Un cocktail dînatoire. Ce qu'on aime dire, bon, des fois, on se tape dans le dos parce qu'il n'y a pas beaucoup de fondations qui font ça. Nous, c'est 100%. Si quelqu'un qui nous écoute décide d'aller sur le site de la fondation, nous donner $1, $10, $100, c'est 100% de tout ça qui va directement aux jeunes. On n'a aucun frais à la fondation. On pense continuer encore longtemps. Puis c'est clair, puis même, écoute, félicitations premièrement pour cette fondation-là, puis pour toute l'aide que vous apportez aux jeunes, depuis près de 25 ans tout de même, là, que vous réussissez chaque année à ramasser de l'argent puis à pouvoir aider ces jeunes-là, franchement, c'est vraiment... chapeau à nos bénévoles. Peut-être d'exemple, mes amis bénévoles, sa petite fille a fait une levée de fonds dans mon école secondaire du temps. Elle a eu l'idée de faire ça. Elle est en secondaire 4, si je ne me trompe pas. Elle aide au tournoi depuis tout le temps. Fait que c'est comme ça. On s'est toujours demandé, c'est notre dernier tournoi de golf, on continue dessus. Premièrement, les demandes ne cessent pas, les besoins, les jeunes dans le besoin, ça ralentit pas. Puis avec la pandémie, je pense pas que ça va aller en diminuant. Puis les jeunes, les fils des fils et des filles des membres de la fondation s'impliquent. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va continuer à faire du bien là, à certaines personnes qui en ont besoin. Ben oui, puis comme DG, tu vas peut-être les repêcher, ces enfants-là, plus tard, là, grâce à toi qui joue au hockey. Puis peut-être tu vas les repêcher. Ouais, on n'aide pas vraiment. Il y a beaucoup de monde, ça va me permettre de le dire, beaucoup de monde qui pense que c'est pour acheter de l'équipement de hockey. Non, nous, on n'est pas dans ça. C'est vraiment des jeunes dans le besoin, des déficiences intellectuelles, physiques. Okay. On a fait une salle mère-enfant au CLSC, à l'organisation. C'est vraiment directement aux jeunes qui en ont vraiment besoin. Je ne dis pas que les gens dans le sport n'en ont pas besoin, là, mais il y a d'autres fondations qui s'occupent de ça pour eux. Là. Ah, ok, cool. Puis écoute, j'ai une question, je passe du coq à l'âne là, complètement. Tu es justement rendu DG, tu as fait plusieurs clubs de la GMQ, DG, coach. Il y a un poste qui s'est ouvert dans la Ligue nationale avec les Penguins de Pittsburgh dernièrement. Toi, où est-ce que tu veux te rendre avec cette après-carrière-là comme coaching, DG? Est-ce que la Ligue nationale t'intéresse? Comment tu vois ça? Une bonne question. J'ai jamais levé la main, j'ai jamais fait de CV, j'ai jamais eu à le faire. Puis j'ai toujours pensé, tu sais, quand... Moi, c'est Jacques Tanguay, c'est la famille Tanguay, M. Tanguay, Maurice Tanguay, puis André Jolicoeur, qui était président à Rimouski, qui m'ont donné ma chance. Je faisais un petit peu de télé à RDS. J'ai été impliqué dans le hockey mineur. Je m'ai impliqué avec le U15. Ça a piqué leur curiosité, puis ils m'ont appelé. Puis j'ai pas fait d'entrevue pour aller là-bas. Et que le poste est venu disponible à Québec, Patrick Roy est allé dans la Ligue nationale. Jacques m'a appelé, puis il n'y aura pas de processus d'entrevue. Si tu veux la job, c'est toi qui vas être coach. Et j'avais jamais coaché de ma vie, là. Qui va être coach et DG des Remparts de Québec. Ici à Drummondville, j'ai fait une entrevue, fait que c'est la première fois que je faisais une entrevue là, de ma vie, honnêtement, pour un poste comme celui-là. Puis j'ai toujours pensé que c'est mieux de te concentrer sur ce que tu fais présentement. Puis après ça, les gens vont peut-être... Mais tu sais, je suis bien à Québec. Moi, je demeure à Québec, même si je travaille à Drummondville. Mes enfants sont à Québec. Ma fille est encore à Québec. Mon gars, il est rendu professionnel aux États-Unis. Mais je sais pas. J'ai déjà pensé de me faire un CV, j'ai déjà pensé de lever la main, parce que j'ai beaucoup d'amis, d'anciens coéquipiers qui sont que ce soit Rob Blake, Bill Guérin, des gars qui sont déjà dans la Ligue nationale, mais j'ai pas. Présentement, je suis bien à Québec. Tu sais, est-ce que je pourrais être assistant DG? Est-ce que je pourrais aider un club de la Ligue nationale? Je pense que oui, ça, j'en ai aucun doute. Là. J'ai quand même monté 3 équipes différentes là, à Rimouski, à Québec, et ici à Drummondville, on va se faire qu'il va y avoir du succès. Mais je n'aurais pas en couleur d'être DG dans la Ligue nationale. Il y en a juste 31, puis les gars sont bien en selle, ils sont là. Je pense pas que Mario va m'appeler, mettons. Même si je fais mon possible à Drummondville, je pense pas que Mario va m'appeler, mais on ne sait jamais là, ce que l'avenir là, peut me réserver, le côté hockey professionnel.
En tout cas, déjà que tu as eu une belle carrière justement en tant que joueur qui nous a tous fascinés, Champlain, Tom et moi, ben, on te souhaite certainement une belle carrière aussi de directeur général au niveau junior. Et si jamais ça concrétise, ben, également dans la Ligue nationale de hockey. Merci. Philippe Boucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Puis on vous souhaite également à toi et aussi aux Voltigeurs ben, une bonne fin de saison finalement dans la GMQ et qu'il n'y ait pas de cas finalement malgré la pandémie. Dire qu'il y ait on a eu en début d'année, on va se faire que notre tour est passé. C'est ça. Oui, absolument. Merci beaucoup, Philippe. Plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Salut. L'Entracte, mardi 19h.